Hey la gang, avant le show, on voudrait dire un merci bien spécial à Jean-Sébastien Trudel et à Chris Frenette pour la composition de notre jingle d'introduction, qui sont le guitariste et le bassiste du groupe Lubic. Merci à vous deux. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez visiter la page Facebook de Chris. Ça s'appelle le mchx.dna. Vous allez voir toutes ces belles mouches qu'il fait. Vous pouvez aussi les acheter. Donc, je vous encourage fortement à aller voir ces super de belles mouches. Bienvenue dans la première édition du podcast Codal. Ici Luc Hervé Blouin et je suis avec Raphaël Ruel-Magnan. Salut Raph! Salut Luc, comment ça va? Ça va assez bien. Je suis assez content qu'on fasse ça. Un peu nerveux? Non, pas pantoute. Non, non, ouais, vraiment pas nerveux. Je pense que ça faisait quand même 3 ans de podcast avec Simplement en plein air. Là, fait que... Ben oui, ça l'aide pas mal, je pense. Un peu, oui. Puis je pense qu'on a du bon contenu, puis ça va être assez cool. Aujourd'hui, si on veut faire l'ordre du jour un peu en commençant, là, on va le présenter, notre podcast. C'est le premier, aussi bien de le présenter. Puis après ça, on vous jase de Bar-Rayé. On a du gros contenu sur le Bar-Rayé qui s'en vient. Donc, on présente ça. Pourquoi qu'on fait ça, ce podcast-là? Pour avoir du fun, je pense, en premier lieu. Puis, deuxièmement, je pense que ça va... dans les dernières années, j'ai cherché un moyen de promouvoir notre sport au maximum. Puis avec l'avenue des podcasts, je pense que c'est tellement une belle façon de jaser de pêche à la mouche, de s'amuser puis d'offrir un beau contenu aux auditeurs. Hey, tabarouette, Raph, ta réponse. On dirait que c'était écrit, mais c'était pas écrit. C'était au-delà de mes attentes, ça. T'es pas prêt, hein? Toi, tu connais ça. Fait que, effectivement, on le fait pour s'amuser. C'est un projet qu'on a en commun. Moi puis Raph, on est un peu fou dans la tête, là, dans le sens qu'on est tout le temps dans nos livres de pêche à la mouche. On est tout le temps à fond là-dedans. Puis on s'est dit, on fait de quoi pour le fun? En premier, on pourrait peut-être faire une petite présentation de qui on est. Là. Je pense que c'est pas quand même tout le monde qui nous connaisse, là. Absolument. Ouais. On n'est pas des vedettes encore, là. Il nous reste encore 50 ans d'être des vedettes. Exact. Fait que c'est pour ça que notre présentation ne sera pas super longue, parce qu'on est jeune, on n'a pas fait grand-chose. Peut-être pas si pire quand même. Donc, Raph, depuis quand tu pêches à la mouche? Moi, ça fait depuis 2007. Ça fait 12 ans. Puis j'ai commencé à enseigner là 9 ans, si je me trompe pas, avec Codal. Codal, en fait, c'est notre école de pêche, premièrement. Puis quand j'ai commencé, on était une petite compagnie. En fait, il y avait les deux fondateurs, Carl Béliveau puis Philippe Charon. Puis moi, j'ai été le premier employé de chez Codal sur le payroll. Moi, je m'occupais de la division à Québec. Puis j'ai donné des cours à Québec pendant 4 ans certainement. Puis éventuellement, j'ai déménagé à Montréal. Fait que là, j'ai continué à donner mes cours à Montréal. Puis depuis 3 ans, je suis rendu associé avec Carl et Philippe. Depuis ce temps-là, l'équipe a beaucoup changé. Là, comme certains peuvent voir sur Internet, on est rendu une équipe de 14 instructeurs à travers le Québec. Fait que c'est un beau succès. On est très, très fiers. Puis c'est ça, en fait, je suis un enseignant de pêche à la mouche depuis ce temps-là. Puis récemment certifié aux Escoumins cet été de la Fly Fisher International, dans le fond, le Casting Instructor Certification. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Mon background de pêche dans le sud, relativement... j'ai fait 2 voyages de pêche dans le sud, là, de l'équivalent de 12 jours. Tarpon, permit, bonefish, un background de saumon, puis multi-espèces, en fait. Là, moi, je pêche aux alentours de Montréal, puis je profite de toutes les espèces qui sont proches, à proximité. Puis maniaque de lancer à la mouche, puis d'enseignement, je tripe vraiment. Tabarouette, Raph, finalement, pour un jeune, c'est quand même pas si pire comme ton background. Je vais y aller un peu de mon côté. Depuis quand la mouche? Depuis ça fait une 12aine d'années que je pêche à la mouche. Peut-être 5 ou 6 ans là, que c'est vraiment intense. Pêcher en multi-espèces aussi, autant un voyage ou 2 dans le sud, puis autant au Québec, là, au niveau Mosquée à Chigan, j'ai un trip sur le Bar-Rayé, découverte de la carpe. Donc, c'est tous des sujets qu'on va pouvoir vous parler au niveau de ce qui est multi-espèces. Puis,
au niveau je suis aussi instructeur chez Codal, donc moi, 1 an. Ça a été, l'année passée, c'était ma première année. Quelle belle expérience. Je me suis vraiment découvert une passion en ce qui entoure tout ce qui est... Une grosse année d'enseignement pour toi aussi. Ben quand même, là, ça a quand même été au-delà de mes attentes, là, au niveau aussi de l'amélioration qui vient avec ça. Donc on travaille fort, puis on se renseigne, puis ça va assez bien. Puis je suis très bien raide, là. Je faisais des podcasts, je pêche, puis vous allez découvrir un peu plus qui je suis au travers de tout ça. Donc, si on focus un peu sur ce qui est du podcast de Codal, donc au niveau de la fréquence, on prévoit faire ça aux 3 semaines. Mm-hmm. Ouais, on va commencer par ça. Ça changera, là. Si jamais on voit qu'il y a trop de demandes, on verra, là, on pourrait peut-être en faire plus. Puis si on a un auditeur, ben on en fera 3 semaines pareil. Fait que c'est ça, j'allais dire. on diffuse ça où? Ouais, présentement, ça va être Balado Québec, YouTube. Pour l'instant, éventuellement, probablement Spotify et iTunes, là, mais on peut certainement certifier qu'on va être sur Balado Québec puis YouTube pour le premier podcast. Là. Ouais, pour le premier, ça c'est sûr. On va aussi diffuser tout ce qui est lien sur la page Facebook de Codal. Ouais. Donc, on vous invite à aller voir ça, liker ça, puis vous pouvez entrer en contact avec nous par le biais de cette page-là. Ouais, c'est là que ça se passe. Exact. On va vous inviter à participer au contenu de ce beau podcast-là. Ouais, parce que grosso modo, ça va être comme 2 animateurs. On risque d'avoir des invités éventuellement. On va avoir un sujet principal qui peut être assez vaste. Là, aujourd'hui, on parle de bar rayé, mais là, on a fait une fin de semaine récemment, un fly show à Marlborough. Ça peut être ça. On va pouvoir parler de type de lancer. N'importe quoi. Qui touche la pêche à la mouche, ça peut être ça, le sujet principal. Puis il va y avoir aussi une chronique qui va être tête à tête avec un instructeur, où vous posez votre question. Puis, c'est ça. Vous posez une question à un instructeur, puis ça va être un des instructeurs, donc moi ou Raph, ou un autre instructeur au Québec, qui va répondre à votre question. Exact. Selon l'expertise, la force de Codal, c'est clairement qu'on est 14 instructeurs, comme j'ai dit, puis on a tout un champ d'expertise varié. Fait que si nous autres, on n'est pas la meilleure personne pour répondre à votre question, c'est clair qu'on va l'orienter vers quelqu'un qu'on sait qui va vous répondre la bonne chose. Yes. Puis même si on est des instructeurs pas juste de lancer, de pêche à la mouche, donc dans l'école. Donc votre question peut être aussi vaste que ça peut être un lancer. Là. Par exemple, j'ai de la difficulté à faire un lancer roulé pour telle raison, et on va répondre avec le meilleur de nos connaissances, au même titre que quel leader tu prends pour pêcher le brochet. Ça peut être simple de même. Il n'y a vraiment pas de mauvaise question. Non, c'est ça. Puis au pire, si votre question est mauvaise, on va juste pas la dire en nombre. Fait que ça fait que le message va passer. non, c'est pas vrai. Donc, on vous invite à nous contacter pour ça. Tantôt, on va en avoir une tantôt aussi. Donc, on saute-tu, on y va-tu dans le bar rayé? Sujet? Ben oui. Aujourd'hui, Luc, tu nous parles, je pense, d'un sujet qui te passionne. Je pense qu'on peut dire le mot passionné de bar rayé. Qu'est-ce qui t'a amené à aller pêcher ce poisson-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive dans ce poisson-là? Ben ouais, ce qui me motive principalement, c'est j'ai des origines gaspésiennes. Donc, on a une maison familiale en Gaspésie. C'est sûr que j'ai pu voir le bar rayé s'en venir en Gaspésie. J'ai vu cette pêche-là grossir. J'ai vu un poisson qui s'en venait, qui pour moi était absolument incroyable. Non seulement c'est beau, c'est combatif. J'ai toujours aimé les poissons qui deviennent gros. C'est vrai que j'ai quand même un petit bug mental. J'aime ça, les poissons qui viennent gros. Donc, je l'ai vu arriver, ça m'a intéressé tout de suite. Puis aussitôt que je me suis intéressé à ça, on a vu les gens. Là, c'est sûr que les gens, je veux pas dire, on disait pas de n'importe quoi. Moi aussi, j'avais comme des opinions différentes sur le bar rayé au début. C'était tout nouveau. Ça venait d'en rentrer dans la baie des Chaleurs. On en avait un petit peu du côté nord de la Gaspésie aussi. Et puis là, la passion a commencé. OK, qu'est-ce que ce poisson-là? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à me renseigner d'un point de vue un peu plus technique. Donc, poser des questions, appeler des biologistes, lire des livres. C'est vraiment un poisson qui me fascine. J'aime le style. Puis t'as commencé à pêcher ça quand? J'ai commencé à pêcher ça. Moi, je te dirais que, mettons, que ça a commencé là, à pêcher en Gaspésie là, autour de 2012 environ. Puis moi, je devais commencer peut-être en 2013, mettons, que je me suis lancé un peu plus là-dedans. Là. OK. Puis, t'habitais en Gaspésie ou t'étais à Sherbrooke? Ou... Ouais, j'étais... Hey, avec 2013, un peu, là, j'ai plus 20 ans, moi, là tu m'en poses une bonne. Ça, c'est malade.
Pour ça que je t'intéresse, j'ai 24 ans. Donc, tu m'en poses une bonne là, dans ma mémoire. Je devais habiter autour, mettons, de Sherbrooke, puis en 2013, puis j'ai fini par faire mon DEP en plomberie pendant 2 ans. Là, j'habitais en Gaspésie. Donc, OK. à ce moment-là, le but, c'était d'accumuler le plus de congés que je pouvais. Donc, je travaillais, puis l'été, si j'étais capable d'avoir 3, 4, 5 jours, à l'époque, le Bar-Réilly était seulement... Quand tu étais jeune. Oui, dans mon temps, le Bar-Réilly était seulement ouvert du côté sud, donc dans la baie des Chaleurs. Donc, je devais me déplacer, que moi, la maison familiale qui était à Rivière-à-Claude, je devais me déplacer du côté sud. Là, je dormais dans mon char, puis je rencontrais plein de monde. C'est vraiment une pêche qui est ultra conviviale, là. Je me souviens de tous ces séjours-là que je faisais en Gaspésie. Ça m'est jamais arrivé de partir un feu moi-même. Il y avait tout le temps du monde sur le bord de l'eau. Où je marchais sur la plage, puis il y a quelqu'un qui disait « Hey, veux-tu une bière? Veux-tu faire un feu avec nous autres? » Puis là, je disais « Hey, vous pêchez à moi, je vous aussi. » Puis là, ben, ça m'en prenait pas plus pour lancer la discussion et tout. Fait que ça, c'est un côté qui me fait triper. C'est une pêche qui est accessible, autant qu'il va être ultra technique. Surtout que là, depuis que je me mets à me renseigner ou qu'on a vu qu'est-ce que nos amis du côté des États-Unis, qui eux ont une pêche depuis longtemps. Ouais, exact. Ils sont proches de la ressource, mais ce qui est cool là-dedans, c'est que t'étais vraiment proche de ce poisson-là. Fait que c'est clair que pour ton expérience, ça l'a aidé. T'as dû apprendre assez rapidement, plus rapidement que si moi je commence à m'intéresser au Bar-Réilly puis je suis à Montréal. Ben, c'est sûr que ça donne une chance, mettons, là. Ça donne une chance. Puis au niveau de l'expérience aussi, de l'expérience de pêche qui arrive, c'est qu'en ayant la maison familiale, j'ai passé des étés plus jeunes en Gaspésie. Tu sais, veux pas, je pêchais le maquereau, je pêchais à morue, en bateau, dans le fleuve. On a une petite chaloupe de 18 pieds en fibre de verre, là. Puis, cette pêche-là, le poisson à pas qui était déjà là. Donc, il y a plein de ressources, il y a plein de connaissances qui étaient déjà un peu acquises, comme le déplacement des poissons à pas, ces affaires-là. C'est des affaires que je savais peut-être déjà, ou un petit peu plus que peut-être quelqu'un qui habite, mettons, à Sherbrooke, qui, lui, doit apprendre ça avant. Fait que cette compréhension-là, je pense que ça m'a aidé beaucoup à apprendre vite. Avant que tu t'intéresses à ça, t'en avais-tu déjà pris avant par accident ou parce que ça fait quand même longtemps que le poisson est introduit ou qu'ils ont essayé de l'introduire dans le fleuve, là? Fait que ça t'arrivait-tu avant de savoir que tu pêchais le Bar-Réilly, que t'en prenais une fois de temps en temps? Puis... Non, j'ai déjà vu des posts sur Facebook. J'ai déjà eu des commentaires des gens qui ont vu du Bar-Réilly. Mais moi, j'en avais jamais pris avant de dire je m'en vais pêcher le Bar-Réilly. J'avais jamais pris accidentellement. Faut dire que au niveau, mettons, si je saute un peu à ce qui comment que ça fonctionnait. Nous, la maison familiale à Rivière-à-Claude, même dans la répartition du fleuve anciennement, d'un point de vue historique, il n'y avait pas de Bar-Réilly là. OK. Fait que même au niveau de mes grands-parents, là, je disais, j'ai jamais vu ça du Bar-Réilly, puis présentement, on en a. Ça allait éclos dans la baie des Chaleurs, je pense. Ça allait éclos. Je pense qu'on pourrait sauter. Là. Je voulais faire une partie historique, justement, pour qu'on... Ouais, ça dévie pas mal dans ce sens-là. On a aussi bien sauté là-dedans. Donc, si on fait un point de vue historique, là, mettons, au Canada, c'est important de comprendre les populations de Bar-Réilly qu'il y a. Donc, d'un point de vue du Canada, on va avoir 3 populations, qui est la population de la baie de Fundy, qui, eux, vont plus se tenir au niveau des États-Unis. Cette population-là, nous, on la voit pas. Ensuite, il y a la population du sud du Golfe, qui est la population qui ferait dans la rivière Miramichi. Cette population-là, c'est celle-là qui va dans la baie des Chaleurs. Donc, on a vu cette population-là avec les années, que ça fait longtemps qu'elle est là, mais on a vu cette population-là qui se déplace maintenant plus vers le nord. Avant, elle avait moins tendance à se déplacer vers nous, et maintenant, on a du Bar-Réilly du Nouveau-Brunswick, qui longe les côtes du Nouveau-Brunswick. C'est le même Bar-Réilly qui se fait prendre sur la côte nord et du côté nord de la Gaspésie. Donc, ça donne un aire de répartition de cette population-là qui est assez énorme. Et puis, anciennement, c'est peut-être le côté qui est un petit peu plus mélangeant là, pour un peu tout le monde. Même moi, j'ai fait des recherches comme moi, c'est vraiment intéressant, étant donné surtout les jeunes, parce que je pense que, si je peux le dire comme ça, les vieux ont vu la population du golfe du Saint-Laurent vivre. D'après moi, là, parce que dans le milieu des années 50, donc autour de 1950, il y avait vraiment beaucoup de Bar-Réilly dans le fleuve Saint-Laurent. On avait une pêche qui était commerciale, qui était récréative. C'était vraiment un moteur économique qui était... il se prenait jusqu'à 50 tonnes de Bar-Réilly en pêche commerciale. Shit. Wow. Puis qu'est-ce qui a fait que ça l'a déclin? Ce qui a fait, ils ont dragué le fleuve. Ils ont dragué le fleuve pour les voies maritimes.
Ce qui fait que ça détruit les frayères, puis ça concentre le poisson à certains endroits. Puis lorsque le poisson s'est concentré au même spot, ben là, les pêcheurs commerciaux et les pêcheurs récréatifs. Ouais, jackpot. Jackpot, tous les poissons sont là. Ça fait qu'on a un peu éliminé la population. En fait, si on se renseigne, puis je regarde sur les sites du gouvernement, c'est pas prouvé que c'est la faute de l'humain. Mais donc, entre toi puis moi puis le voisin, on peut se faire une bonne idée. C'est rare que l'humain ait rien à voir avec le déclin d'une espèce. Ouais, d'après moi, on a une bonne part à faire avec ça. Et puis, ce qui est important de savoir au niveau du bar rayé, c'est que même si c'est un poisson qui grandit rapidement, qui va être assez opportuniste, puis qui a quand même une bonne capacité de se reproduire, souvent, c'est un poisson qui va cibler les mêmes frayères. Donc, il fraye à la même place tout le temps. OK. Donc, si on pète la frayère, là, c'est fini, ouais. Ouais, tu sais, mettons, là, il y a quelque chose qui arrive dans la frayère, là, puis 1 année, 2 années, 3 années de suite, il n'y a pas de reproduction, là. Mais, ouais, ça fait vraiment mal. Y a-t-il plusieurs frayères de répertoriées au Québec? Ou? Ouais, mais au niveau du Québec, là, je vais ressauter dans la population du fleuve. On a eu un problème de réintroduction qui s'est fait, mettons, au début des années 2000. Ils se sont dit, on va remettre du bar rayé dans le fleuve, on va essayer d'en ravoir. Donc, ils ont pris du bar rayé de la rivière Miramichi. Ils ont élevé jusqu'à maturité sexuelle dans la pisciculture de Baldwin Mills en Estrie. Et puis, ils les ont remis dans le fleuve pour justement essayer de refaire cette population-là. Donc, présentement, on a des frayères qui sont confirmées près de Québec. On a une frayère qui est là. Le nom de l'autre frayère m'échappe. Je pense qu'il y en a 3. Là. Il y en a une sur la côte nord. Il y en a une dans le bassin de la rivière du Sud. OK. Donc, on a des frayères qui sont confirmées dans le fleuve. Donc, la population qui se rétablit, qui va bien, on devrait, selon moi, c'est sûr que c'est pas prouvé, si ça continue à aller à ce rythme-là, il y en a de plus en plus, on a des prises accidentelles qui se font de plus en plus. Il devrait avoir une pêche récréative au bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent pour nous. OK. Ouais, puis ça commence, parce que je vois mon Facebook une fois de temps en temps apparaître des captures de bar rayé là, dans le coin de Montréal, sur le fleuve. Oui, effectivement. Puis si on se fie à la population, peut-être avant, c'était moins vaste. Là. Présentement, là, le bar rayé qui se tient dans le fleuve, là, il va de Montréal jusqu'à... Il y a un croisement de population entre la population du sud du Golfe, donc de la Miramichi, au niveau de la Côte-Nord et de la Haute-Gaspésie. Ils se croisent, là, ces populations-là. On sait qu'ils se croisent. Donc, c'est quand même... c'est loin, là. C'est de Montréal jusqu'en Gaspésie, là. C'est un bon bout de fleuve, là. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui fait que le poisson va se déplacer? C'est-tu avec la température de l'eau? C'est-tu... Mais mettons, le poisson de la Miramichi, là, celui qui ferait de la Miramichi, on a vu l'eau du fleuve se réchauffer. Fait que je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi il s'est déplacé plus au sud. Okay. Mais au niveau de ce qu'il fait pour se déplacer, principalement, il fraye au printemps, puis l'été, il est en période de croissance, donc il va beaucoup suivre le poisson à pas, il va se déplacer pour se nourrir. C'est vraiment un déplacement pour sa croissance puis son alimentation avant de retourner dans ses rivières pour l'hiver, puis ensuite frayer. Parfait. Cool. C'est pas mal ça. Ouais, ben c'est un beau résumé de l'historique du bar. Tu pêchais avec quoi? Je pêchais avec quoi? Avec une canne à pêche, c'est pas pire. Ouais, c'est un bon début. Ouais, ça va assez bien. Je pêchais avec quoi? Dans le général, là, si on fait le côté équipement, là, mettons, on pourrait faire comme dans notre cours d'initiation Codal, où est-ce qu'on on part du corps, puis on s'en va vers la mouche. Fait que, mettons, bienvenue dans un cours d'introduction à la pêche à la mouche chez Codal. C'est une technique d'enseignement en passant pour ceux qui enseignent pas. Ouais, Raph m'a appris ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau de... On va le faire au complet, là. Tout ce qui est waders. Je pêche souvent waders pour la raison est simple. On va voir les spots de pêche après. Souvent, on doit aller dans l'eau pour pêcher. Puis au niveau aussi de la prise du poisson puis de le remettre à l'eau. Donc, c'est clairement un bon point. On pense toujours à l'équipement, la canne, la soie, le reel, la mouche, mais c'est clair qu'il faut que tu sois bien en conséquence. Puis c'est cool que tu apportes ce point-là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, là, c'est une affaire que je déplore. Je vois des gens qui pêchent le bar rayé, sont en souliers sur la plage ou sur des roches, puis ils sont pas capables de prendre le poisson. Donc, on traîne les poissons sur la plage ou sur les roches, on blesse les poissons, ils décrochent, puis le poisson repart. C'est important de comprendre aussi que c'est pas parce qu'un poisson repart en nageant qu'il survit. C'est prouvé là, dans des études que le bar rayé, mettons, qu'il va repartir, puis après ça, il s'en va dans le fond, puis il meurt là. Pour le monde qui nous écoute, c'est quoi la meilleure façon de remettre un bar rayé à l'eau? La meilleure façon de remettre un bar rayé à l'eau, ça part en premier avec le combat. Donc, on écoute les combats au maximum. Rapide, efficace.
Puis je vous dirais, là, juste, si vous voulez, juste au niveau de réoxygéner le poisson dans l'eau, là, avant qu'il reparte, là, mettez à peu près le même temps que votre combat. OK, C'est cool. sûr que si le poisson il est full frais, puis il a envie de partir, puis il se débat dans vos mains, mais allez-y. Là. Mais si vous voyez là, qu'il est un peu au ralenti, puis tout, là, l'idéal, c'est que vous mettez le même temps que votre combat, vous allez être correct. Donc, si je retourne vers l'équipement, ensuite, on a le panier de lancer. Le panier de lancer qui va être relativement nécessaire étant donné qu'on va pêcher beaucoup de secteurs rocheux, beaucoup de secteurs de plage. Donc, ça nous permet de, quand on strip, de mettre notre soie dedans. Ça la protège. Hein? Oui, ça la protège effectivement des roches, de la plage. Puis tu sais, mettons, t'es dans la mer, là, puis t'assois à part dans la vague là, pendant que tu strippes, ben t'arrives pour lancer, puis là, elle est rendue 15 pieds en arrêt de toi. Là. Puis là, ça lance tout croche. Donc, un panier de lancer, c'est relativement nécessaire. C'est pas une obligation, c'est un gros plus. Ensuite, je vous dirais au niveau du corps, des lunettes. Ouais. Ouais. Puis, excuse-moi, Luc. Pour revenir au stripping basket, là, ou le panier de lancer, ce que je trouve cool, le point que tu amènes, effectivement, c'est que le monde va penser que c'est juste pour protéger la soie, mais il y a clairement une utilité au niveau de la pêche. Là. Quand tu vas lancer ta soie, comme tu dis, quand elle est collée sur l'eau, il y a une certaine friction qui va s'installer quand tu vas lancer. Si tu n'as pas beaucoup de soie de sortir du bout de ta canne, tu vas avoir de la misère à sortir ta soie de l'eau. Ça va te prendre beaucoup plus de faux lancers pour faire ton lancer final que si ta soie est dans un panier, qu'elle n'a aucune traction par rapport à l'eau, elle est libre. Fait qu'effectivement, c'est un bon point. Hein. Ouais, et puis en plein ça, on va faire aussi souvent, la majorité du temps, là, je vais être au niveau de la soie, là, je vais être en soie en calante. Là. Fait qu'une soie calante, quand que je trippe et elle tombe dans l'eau, ben elle cale. Fait que là, après, elle est dure à sortir de l'eau. Mon panier de lancer va aussi m'aider à ces situations-là. Puis on va aussi pêcher dans des secteurs comme des quais, tu sais, comme des jetés, là, des quais de roche là, qui s'avancent dans la mer. Là. OK. Là, si tu strippes ta soie là-dedans, là, elle reste pris dans tout. Là. Mm-hmm. Donc ça va nous donner une chance. Tantôt, on va faire un petit... après l'équipement, on fera un peu par spot comment que je procède pour pêcher ces spots-là. Puis là, je vous mettrai plus d'informations concrètes. Donc, si je retourne aux lunettes, je vous dirais que même les instructeurs, même les meilleurs moucheurs que j'ai rencontrés font des erreurs. Ouais, vraiment. Font des erreurs. Puis souvent, on va être dans des secteurs, mettons, sur une plage, puis il y a plusieurs moucheurs. Tu sais, ça prend pas grand-chose pour qu'il y ait un barrier qui saute à notre gauche, puis qu'on ait une réaction rapide, casse à gauche, mais t'as pas regardé en changeant l'angle de ton lancer arrière s'il y avait quelqu'un. Mm-hmm. Donc, ça peut arriver vite là, de se faire ramasser un œil. Puis en même temps, on va avoir des situations de pêche à vue, des situations où ça va être ensoleillé, ou dans les barachois, on va simplement vouloir non seulement voir se débarrayer, mais on va vouloir voir est-ce que j'ai du poisson à pas qui passe. OK. Puis qu'est-ce que j'ai dans le fond de l'eau? Est-ce que je viens de voir un crabe? Est-ce que je viens de voir des crevettes? Est-ce que je viens de voir un bas de lançon passer? Si je vois ça, ben ça peut me donner une idée de la mouche que je vais utiliser. Tu vas utiliser. OK. En plein ça. Donc, les lunettes polarisées qui sont, selon moi, un gros plus là, dans notre pêche à baril. Ouais, c'est cool. Tu vas sûrement parler plus de mouches tantôt, mais tu t'observes pour voir quel type de mouche que tu vas utiliser. Tu t'en vas pas là puis tu te dis bon, c'est du bait fish, fait que je pêche avec un long streamer. C'est pas, c'est pas l'automatique. Là. C'est sûr que ça, ce que tu viens de dire, c'est quand même une bonne base. Là. On peut commencer par ça, puis après ça, vous pouvez observer dans l'eau. Mais oui, j'observe, puis j'essaie d'imiter, puis je vous dirais que plus que je pêche dans la vie, là, moins que je me casse la tête avec les mouches, là, je pêche avec ce qu'il y a dans l'eau. Là. Ouais. Ça finit. Ça me fait tellement penser à un livre que je suis en train de lire sur la pêche à la truite. Là. Puis le gars, il dit le moins de patterns que j'ai dans mon coffre, le moins de temps que ça me prend pour choisir, le plus de temps que ma mouche est à l'eau. C'est tellement vrai. Là. Oui, tu sais, des fois, tu vois des lançons de 4 pouces passer dans l'eau, mais tu pêches avec un lançon de 4 pouces. Là. Si je vois, il me semble que c'est un raisonnement qui est ultra simple et que c'est comme efficacité 100%. Mm-hmm. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, on va se déplacer dans le vif du sujet un peu au niveau de l'équipement. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? On est dans la canne soie moulinée. Ouais. Au niveau de la canne, je veux dire une canne numéro 9. Canne numéro 9, je dis la canne de la Gaspésie, mais c'est la canne de la Côte-Nord aussi, c'est la canne du barrier. Pourquoi? Parce que c'est des secteurs où on va pêcher principalement barrier, saumon, maquereau. Tu sais, c'est comme une canne qui va te permettre de tout faire. Ben oui. Donc, la canne numéro 9, quand on regarde une canne pour le barrier, à quoi qu'on pense? Pour le barrier, on a besoin d'affronter du vent. Donc, si on regarde le comportement général du poisson, c'est un poisson qui va aimer le vent parce que le vent amène des grosses vagues. Donc, ces grosses vagues-là vont non seulement brasser le fond, ce qui va comme déloger tout ce qui est crustacé, qui se promène moins bien, qui vont donner des proies faciles. Ces grosses vagues-là
vont amener la nourriture vers le bord de la berge. Si nous, on pêche à gué, ben ça nous donne une grosse chance là, au niveau du vent. Puis aussi, les poissons à pas, les petits poissons, là, eux autres, dans les vagues, là, ils ont de la misère. C'est pas une journée facile pour eux autres. Puis un bar rayé, là, si vous avez déjà vu ça aller dans les vagues, vous avez déjà vu un gros bar rayé ou même un petit bar rayé venir chercher une mouche dans une vague, vous comprenez vite qu'il est dans son élément. Donc, quand on regarde la canne, il faut être capable de lancer dans le vent. Pour ça que le numéro 9, c'est quand même pas pire. Fait que quand ils vendent, sortez. Oui, puis ça aussi, c'est quelque chose que je pense que de plus en plus pêcheurs ont compris. On le voit de plus en plus. Puis souvent, je vois des secteurs qui sont plus populaires quand ils vendent. Je sais qu'il va y avoir personne, mais moi, je sais que je vais avoir ma meilleure journée de pêche de la semaine. Mm-hmm. Fait que ça, c'est cool. Donc, négligez pas cet aspect-là que vous devez lancer dans le vent. Ça va être bien important. Donc, la canne numéro 9 qui me permet de lancer dans le vent relativement bien. Aussi des assez grosses mouches. Parce que faut pas négliger que le hareng, le maquereau, tout ce qui est poisson de taille envergure peut manger ça. Puis un bar rayé, c'est pas stressé d'aller chercher une grosse proie. Là. Puis une numéro 9 va te permettre de déployer cette mouche-là qui est assez grosse. Oui, c'est ça. Puis au même titre que si on va pêcher dans un bar à choix, par contre, où on peut, des fois, ils sont dans vraiment pas d'eau, on fait de la pêche à vue avec un petit peu plus de précision. On est capable de lancer des mouches un petit peu plus petites sans trop briser la surface de l'eau. C'est quand même pas pire. Mettons, All in Wonder, une canne, j'étais avec une 9. Lors des journées très, très, très venteuses, ben, j'ai 2 numéro 11. Puis j'ai aussi une numéro 8 que je peux sortir si je veux faire de la pêche plus en finesse ou que je vois qu'il y a des plus petits barres rayés qui se tiennent un peu dans les flats ou ces affaires-là, je peux prendre ma numéro 8. OK, cool. En bas de numéro 8, ça devient compliqué pour justement l'efficacité des combats. On a quand même un poisson qui va vouloir aller se réfugier dans les structures, donc ça va être dur de le bloquer, ou les combats vont être trop longs, puis on va avoir un taux de mortalité plus élevé. Donc je vous déconseille une canne en bas de numéro 8. Sinon, une 8, ben, je trouve que c'est pas l'idéal, mais si vous en avez une, c'est ça peut être ça, vous pouvez avoir bien du fun avec ça, puis vous allez pogner à piqueur, puis après ça, vous achèterez 4 autres cannes comme qu'on fait tout. Fait qu'on fait qu'on ajuste la canne en fonction de, premièrement, les conditions qu'on affronte. Ils vendent, fait que c'est bon, on sort, ça nous prend quand même un calibre de canne qui est capable d'affronter ça. On utilise... où c'est que je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Le calibre... excuse-moi, j'ai complètement oublié. Oui, le vent, puis en plus, ben, tu combats le poisson de façon plus efficace. Fait que clairement, tu facilites la remise à l'eau par la suite. Ouais, puis au bord rayé, là, j'ai vu mon backing à plusieurs reprises. Ouais. Quand t'en pognes un bon, là, surtout dans les journées venteuses, faut que vous visiez ça, des grosses vagues, là. Quand c'est des grosses vagues, ils se donnent une swing pour aller chercher ta mouche, là. Souvent, là, dans les grosses vagues, là, t'es comme, fais chante, puis là, tu penses que t'en as un gros, là. Finalement, tu dis, j'en ai juste pogné un genre de 15 pouces, mais il est arrivé avec tellement de vitesse que t'es convaincu à 100% que t'as pogné de quoi d'énorme. Donc, ensuite, si on se dirige vers les soies, donc un peu les mêmes critères, là. On a parlé de lancer des grosses mouches, on a parlé de lancer dans le vent. Donc, on va avoir une soie qui va être très, très, très décentrée, avec un fuseau très décentré vers l'avant. Donc, tout le poids plus concentré en avant, justement, pour contrer ces conditions-là. Surtout, généralement, là, ça prend. C'est pas une obligation, mais dans mon attirail de soie, là, j'ai une flottante, une intermédiaire, puis une qui va caler pas mal, là, presque dans le 10 pouces secondes, là. Pour aller chercher. Ouais, c'est ça. Puis il va y avoir des secteurs, tantôt on va en parler, où on va pêcher des fosses profondes, ou si on pêche en embarcation, ou si peut-être on pêche sur les jetés ou des quais, là on se rend plus loin dans l'eau, c'est plus profond. Et j'aime ça aller travailler ces zones plus profondes-là. Pour plusieurs raisons de comportement aussi, ça peut nous être utile. La soie flottante, qui est une utilité justement pour si on pêche dans peu d'eau, ça nous permet en soie flottante de relancer rapidement. Lorsqu'on pêche en soie flottante, là, s'il y a des chasses autour de nous, mais la soie flottante permet de ramasser la soie sur l'eau, peu importe la distance, là, presque. Là. Tu peux avoir 30 pieds de soie de sortie puis la relancer n'importe où, tandis qu'une soie calante qui est calée dans l'eau, on n'est pas capable de la sortir de l'eau sans la stripper pratiquement au complet. Ouais, effectivement, c'est un problème. Donc, on est plus rapide. Je suis présentement en soie flottante, je pêche une Scientific Angler Titan Long. Okay. Pour la raison est simple, c'est une soie qui va me permettre de lancer, qui charge la canne avec peu de soie sortie. Donc, courte distance, ça charge la canne. Puis on a une tête qui est allongée aussi. Donc, quand j'ai besoin d'aller chercher de la distance, ma tête est un petit peu plus longue là, que la Titan normale. Ouais. Donc, ça me permet d'aller chercher plus de distance.
Fait que, mettons que t'as une soie à choisir. Pour un auditeur, là, en fait, qui veut aller à la pêche au bar rayé, il veut pas s'acheter 3 soies, laquelle que tu prends si t'en as juste une à amener? Je prends un intermédiaire. OK, cool. Je prends un intermédiaire définitivement. La soie intermédiaire, ça doit être à peu près 60% du temps qui est dans mon moulinet pour plusieurs raisons. La première qui est les soies calantes ont un diamètre de soie plus petit. Donc, quand on lance dans le vent, c'est plus facile de lancer qu'une calante. Malade, cool. Ça, c'est important de le comprendre. Puis même que mes soies, les 10 pouces secondes, là, je les prends dans les 3 pieds d'eau puis je les fais traîner dans le fond quand il y a beaucoup de vent. OK. Juste parce que ça fend le vent beaucoup mieux, là, puis ça fend la vague aussi. Donc, une soie flottante a tendance à lever dans les vagues, tandis que quand on est en intermédiaire ou super calante, on coupe la vague un petit peu plus, ce qui fait que notre mouche, elle se tient en meilleure position là, bien souvent. Donc, je prêche une soie intermédiaire. Et puis, la soie intermédiaire qui nous permet de pêcher dans 3 pieds d'eau, comme si je vais être plus patient, puis comme 6, 7, 8, 10 pieds d'eau, ben, je peux juste la laisser descendre plus longtemps. Ouais. Donc, elle est plus polyvalente qu'une flottante. Donc, si j'en ai une à choisir, ça va être la soie intermédiaire. Puis sinon, ben, une soie super calante pour aller justement soit gratter le fond. Si on pêche des patterns de crevettes, si on pêche des patterns de crabes. En fait, je vous dis crabe, c'est vraiment quelque chose pour moi que j'ai pas pêché des crabes. Très, très peu. OK. Pourtant, plus j'en parle à des gens, plus qu'on me dit pêche avec des crabes, pêche avec des crabes. Donc, je vous le dis aujourd'hui que ça peut être intéressant, puis moi, je vais m'en monter pour justement n'en pêcher. Il reste des choses à essayer, hein? Ah oui, pas mal. T'sais, même si j'ai plusieurs jours d'expérience au bar rayé, j'en apprends énormément et récemment, j'ai beaucoup d'apprentissage là, relativement récent avec des contacts comme Pascal Moreau, où je viens de lire le livre Fish from Shore, Lou Tabori. C'est hallucinant. Cette semaine, je t'ai envoyé le film, le Running the Coast. Là. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Là. J'ai pas eu le temps de l'écouter, mais j'ai bien hâte. C'est fou, là. Si vous voulez vous renseigner sur la réalité totale de la pêche au bar rayé, et puis le mouvement du bar rayé aux États-Unis, ça donne des spots, ça donne des mouches, ça donne plein d'affaires. Le film, c'est Running the Coast. Je l'ai acheté sur Vimeo. Je pense que ça m'a coûté 35$. Là. Puis, je regarde pas mon 35$. Genre, cool. J'en paierai un autre 35$ pour le réécouter. Puis, c'est un film que je vais écouter à plusieurs reprises. Puis, ça montre vraiment toutes les facettes de la pêche au bar rayé. Aux États-Unis, ils ont plus de bait que nous. Ils ont plus de bait différents. OK. Donc, tu sais, ça part des espèces de petites pieuvres jusqu'au... ils pêchent des warm hatch. Ça, c'est cool. C'est toutes des éclosions d'espèces de vers de mer. Un ver, une autre sorte que je vois pas en Gaspésie. Là. Puis là, ils sont tous là en train de manger ça. Puis ils pêchent un peu avec des techniques, avec des montages avec 2-3 vers sur leur mouche, là, sur leur leader. Là. Puis c'est pareil comme la pêche à la truite, sauf pour le bar rayé. Je suis comme, hey, c'est bien plus cool, ça. C'est comme... du Euro Nymphing. Ouais, Euro Nymphing bar rayé. OK, cool. Fait que canne à pêche, la soie, à cette heure, le reel. Ah ben oui, c'est vrai, d'habitude je fais le reel avant, on était rendu là. Ça prend ça. Il paraît. C'est mieux, hein? Ou Tenkara barré. Je veux voir ça. Ouais, ben, je vais te montrer, moi je suis instructeur. Puis, fait que, au niveau du moulinet, je vous dirais que un moulinet avec le frein scellé, on va pêcher beaucoup de secteurs d'eau salée ou d'eau saumâtre. Donc, un moulinet avec le frein scellé qui va être vraiment un atout supplémentaire. Puis de plus en plus, on voit les compagnies sortir des moulinets avec des freins scellés beaucoup plus abordables. Là. C'est plus que c'était là, peut-être 4 ans ou aussitôt que ça tombait scellé, on était à 600$. Là. Oh ouais, c'est clairement le cas. Là. Tu peux trouver un moulinet scellé aux alentours de 200-250 facile. Puis, tu sais, pour les espèces qu'on a au Québec, là, le frein est toujours super correct là, pour les espèces qu'on vise. Là. Ça, là, le frein, là, j'en profite de faire une parenthèse, c'est peut-être pour le Québec, là, l'argument de vente du frein, là, c'est sûrement l'argument le plus surestimé du monde. Je me sers, là, toutes les moulinets que j'en ai qui ont des breaks assez pas pires. Là. Puis je m'en sers à 12%. Là. Magasiner un frein qui va être gradué comme du monde, qui est facilement ajustable puis qui a de la micro-ajustement. Là. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Là. Ouais. Mais tu sais, si tu verras pas ta roulette puis qui break sec, là, c'est important d'avoir un frein qui est smooth et qui est gradué. Mais t'es pas obligé d'avoir un frein qui va arrêter un tank, là, arrêter un char. Là. Non, c'est ça. Comme je dis, on pêche pas des Dodge Ram. Là. Non, exact. C'est pas ça. On pêche des Ford. Non, je pêche rien que des Ford. Ça, c'est sûrement... Donc, ce qui est sur le marché québécois en ce moment, ça fait la job. Frein scellé, je vous dirais que c'est un must. Si vous êtes autant que
là, je vous le dis, pour être des pêcheurs de baréiers, si dit, je veux essayer, puis j'ai pas de frein scellé, là. Essaye, là. Assurez-vous de rincer vos moulinets bien comme faut, là, après vos sorties de pêche, puis ça va être correct. Mais si vous voulez vous en mettre à en faire à tous les jours, ce qui arrive, c'est que c'est souvent des plages. Donc là, des grains de sable puis du sel dans un moulinet, c'est souvent un mélange assez explosif, là. Ouais, prévenez de pas le mettre. Si c'est un frein qui est pas scellé, en plus, là, faites juste pas exprès pour tremper votre moulinet dans l'eau, là, ça pourrait être mortel, là. Mais... Ouais, sinon on rince à fond, mais oui, c'est mortel. Puis souvent, là, ben, tu sais, je scrape mes casquettes en faisant ça, là, mais si j'ai une situation où il faut que je dépose ma canne sur la plage, moi j'enlève ma casquette puis je mets mon moulinet dans ma casquette. Priorité, normal. Ah ouais, priorité, fuck ça. Casquette, là, garde, là, j'en achèterais un autre, là. Fait que ça, c'est un petit mouvement comme ça. Donc là, on a au niveau du moulinet. Fait que c'est ça. Allez-y avec la compagnie qui vous tente. Cool. Fait que, ouais, c'est bon. Fait que canne, moulinet. Mais tu sais, avant de passer à la suite, y a-tu de l'entretien sur l'équipement? Tu parlais de l'entretien pour le moulinet à la fin de ta journée de pêche. Est-ce qu'il faut que je fasse de quoi pour ma canne ou pour ma soie? Ouais, ben je rince tout. Tu rinces tout, ouais. Tout. Puis surtout, vous allez voir, il y a des cannes qui sont faites pour l'eau salée, qui disent eau salée. Dans le fond, majoritairement, la principale différence, c'est que tout ce qui est férule, l'accessoire de métal va être résistant à la corrosion. Donc, mais rincer pareil. mais rincer pareil. Ouais, mais rincer pareil. Mais si vous dites, j'ai pas une canne pour l'eau salée, pêchez, mais assurez-vous de la rincer, puis il n'y aura pas de problème, là. À chaque fin de journée? Ouais, chaque fin de journée. Puis même quand que je dors dans mon char, là, j'ai un gallon d'eau. J'ai tout le temps une réserve d'eau douce, là, ce qui est même pas obligé d'être de l'eau potable, finalement. Tu sais, il faut juste que ça soit de l'eau douce, là, que je remplis dans les rivières. J'ai un gallon d'eau qui n'est pas pour boire, que je remplis puis que je traîne dans mon véhicule, juste qui sert à ça. Au niveau des mouches aussi, rincer vos mouches. Tu rinces tes mouches, ok. Ouais, rincer vos mouches puis on les fait sécher, là. On les rincer, sécher, puis sinon, ce qui gosse avec les mouches, c'est que tu les mets dans ta boîte, puis une mouche rouille puis fait rouiller toutes les autres, là. Toutes les autres, ouais, ça contamine. Ouais, fait que là, t'ouvres ta boîte de mouches 2 semaines après pis t'es comme, j'ai comme 35 heures de montage de mouches, là. Un hiver de scrap. Ah, ouais, c'est ça. On dirait que moi, c'est même plus l'argent, c'est le temps de les faire, là. Fait que, puis même si vous les achetez, ben c'est plate, là. On les aime, nos mouches, c'est comme nos petits bébés. Ouais, effectivement. Okay. Bodling? Oui, Bodling, on est rendu là. Généralement, d'ordre général, si vous commencez, là, vous pêchez ça, mettons, secteur de plage, ces affaires-là, je vais être autour 18-20 livres, straight, okay. un 6 à 8 pieds. OK. Ça ressemble à ça, ou sinon, j'ai des Bodling Scientific Angler dégradés faits pour ça, là. Donc, fait que pas trop long, tu pêches pas avec des Bodling de 12-15 pieds. Pas super long. En fait, si je pêche en soie flottante, je peux être long. Je peux me rendre à 10 pieds parce que là, je pêche en tout ce qui est flottante. Mais aussitôt qu'on tombe sur des soies qui sont calantes, on veut que notre mouche suive le mouvement de notre soie. Tu vas être capable de regarder ta soie et de te dire, OK, ma mouche est en arrière de ma soie dans la colonne d'eau. Si j'ai 10 pieds de Bodling, mais là, la mouche est soit plus haute ou soit plus basse. C'est plus facile d'avoir un Bodling plus court puis que notre mouche suive la distance de notre soie. On a un meilleur contact aussi avec le poisson au niveau du ferrage aussi. Donc, quand que je suis en soie intermédiaire, moi, je vais être plus autour de 5-6 pieds. Puis quand que je suis en soie super 40, à 10 pouces secondes, là, je pêche souvent avec 3 pieds de Bodling. Puis est-ce que le vent, c'est-tu un poisson qui est peureux? Dans le fond, je vais te dire où est-ce que je m'en vais, là, mais si, exemple, il n'y a pas de vent, est-ce que c'est un poisson qui pourrait devenir spooky s'il n'y a pas un grain de vent puis que l'eau est vraiment plat, là, qu'il n'y a pas de vague, rien? Non, okay. Définitivement. Oui, c'est un poisson. Probablement qu'on pourrait rallonger le bas de ligne un peu pour ça donner des chances de capture. Si vous faites surtout des situations de pêche à vue, donc mettons dans le bar à choix, vous le voyez, il y a à peu près 3 pieds d'eau, puis là, on peut aller à 12, là. 12 pieds facile. Je te dirais que c'est une situation qui arrive pas nécessairement souvent ou qui m'est pas arrivée souvent à moi. Mais si vous voyez, là, vous pouvez pas, puis évitez de lancer directement sur eux. Les gens, le pire commentaire que j'entends, là, c'est tout le temps, le barrier, c'est facile, ça mange n'importe quoi, blablabla. C'est juste pas vrai. Fait que c'est juste pas vrai. C'est pas compliqué, c'est pas vrai. On nomme, tu sais, avec l'expérience, j'ai vu des barriers venir sur des mouches, retourner sur des mouches. Donc, venez puis il tourne, il fait comme non, c'est pas ça que je veux, je m'en vais. Donc, soit c'est la présentation, soit c'est la mouche, des barriers, les spooker, lancer puis qu'ils s'en aillent. J'ai aussi le fait de posséder une chaloupe, ça m'a permis de longer les plages quand il y a plein de gens qui pêchaient, puis de réaliser que il y avait des barreillers, mais que personne n'en prenait. Okay. Donc, on a un poisson qui est beaucoup plus sélectif et difficile que les gens ont l'impression. Aussi, je pense qu'on a une discussion là-dessus. Le fait que, mettons, au début, quand ça commençait à pêcher au barreiller, on voyait des bancs de barreillers vraiment, vraiment gros ensemble.
Ouais. Donc, on avait un concept d'intercompétitivité. Je suis jamais capable de dire ce mot-là. Ouais, mais là, t'as excellé, je trouve. C'était pas pire, hein? Recommence pas, voilà. Non, je me retire dans la gloire. Et puis, donc, on avait un concept qui était là où plus qu'il y a de poissons ensemble, plus que le poisson doit être le premier sur le bait fish pour s'alimenter ou sur la source d'alimentation. Donc, il y a comme une compétition qui se fait dans l'espèce, c'est comme le premier dessus, go, go, go. Donc, quand les bancs sont plus petits, ou encore, il y a des gros poissons parfois qui sont solitaires. Ces poissons-là peuvent se permettre d'être ultra sélectifs. Donc, est-ce qu'on a envie d'aller chercher ces poissons-là? Est-ce qu'on veut prendre ces poissons-là? Absolument. Ouais, puis comme dans plein d'autres espèces, c'est vraiment le même principe. Là. Quand ils sont en school, on appelle ça des schools aussi là, en anglais si vous lisez des livres. Là. Mais quand ils sont en gang, ils ont tendance toujours à être un petit peu plus petits, effectivement. Puis le solitaire, normalement, il arrive sur le flat, là, il est comme énorme. Là. Ben oui, le plus gros barrier que j'ai vu, là, c'était à Barachois. C'était une madame qui est venue me voir, puis elle me parlait un peu de la pêche, elle avait jamais fait ça. Puis elle avait une petite canne avec un moulinet fermé, là, genre de 6 pieds. Là. Je capotais. Là. Puis là, j'étais en train de parler avec un de mes chums, on est comme sur la plage plus loin. Puis là, je vois la madame, je te le dis, là, assez âgée quand même. Là. Puis je la vois, là, puis elle a comme les jambes écartées, puis les bras bien au bout, là, puis je vois bien que ça marche, ça va pas bien. Puis là, je me dis, bon, tu sais, c'est genre la deuxième fois de sa vie qu'elle pêche. Pogné dans le fond. Moi, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Là, je me reviens de bord. Puis là, je vois le bar rayé qui tient comme à son nombril puis qui touche à terre. Puis je fais là, OK, dans le fond, moi, je pêche à tous les jours. Puis j'ai jamais pris un gros de main. Puis l'autre moulinet fermé avec sa canne de 6 pieds vient de ramasser ça. Donc, c'était un gros solitaire. Puis elle l'a pris pour une raison inconnue. Tu sais, je viens de vous dire que c'est pas facile. Puis je vous donne un exemple complètement on connaît bien du monde qui n'ont pas mis tant d'efforts puis qui ont pris des trophées. D'après moi, on était entre 25 et 30 livres. Là. Wow. Au niveau du bar rayé. Puis si vous allez, mettons, je parle beaucoup de la Gaspésie parce que c'est ma région. Là. Tu sais, je sais pas, ailleurs, au niveau du bar rayé en Gaspésie, si vous atteignez au niveau de tout ce qui est pêche à gué, si vous atteignez 20 livres, là, c'est un pas pire trophée de pêche là, pour de la pêche à gué. Une vingtaine de livres. Il y a plus gros que ça. On a vu plus gros que ça, je viens de vous en parler. Puis moi, je pense qu'il y a des bar rayés présentement en Gaspésie qui sont en haut de 30 livres. Ouais, ça, c'est malade. Puis ça donne un fight, là. Ouais. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. Fait que bas de ligne, je vous ai parlé de ça. Si vous allez pêcher, mettons, là, des fois, ils vont être dans des petits... dans les barachois, là, on va avoir des espèces qui sont résidentes, là, comme le fondule barré, où il y a certains... 3 ou 4 sortes d'épinoches, là, dans le fond. Pensez-vous pas le baisser avec ces imitations-là, le fondule barré, épinoche, blablabla, là. C'est toutes des petits menés d'à peu près 1,5 pouce à 3 pouces. OK. Foncé. Peut-être pas toute ce grosseur-là, mais si vous êtes dans 1,5 pouce à 3 pouces, mettons, là, dans le brun foncé avec un petit vent de blanc, là, vous limitez à peu près toute cette variété-là. Donc, qui sont là-dedans. Si vous êtes dans des présentations plus délicates, des plus petites mouches, mais vous pouvez réduire, là, quand je dis 18-20 livres, on peut tomber, mettons, dans du 14-15 livres, mais vous devrez agir en conséquence. Donc, vous savez qu'au niveau du ferrage, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont prendre des petits bas de ligne, puis là, ils vont pêcher des situations, mettons, dans les vagues. Puis là, le barré arrive full vitesse, full speed. Là, on se fait démolir, là. Fait que, on se fait il casse le bas de ligne automatiquement. Ouais, des fois, je suis juste en train de stripper, puis je sens ça passer dans là, je suis cassé. Oh, fuck. Ouais, c'est violent. Ouais, fait que dans ces situations-là où on est plus dans des situations de pêche à vue, où on strippe plus tranquillement, mais là, on peut se rapetisser le bas de ligne un petit peu. Assurez-vous d'écourter le combat, par contre. Donc, mais c'est cool, t'as amené un concept, peut-être sans le vouloir, mais tu fais comment au bar rayé? hey, c'est intéressant, ça. Si tu t'avais pas posé la question, j'en aurais pas parlé. Non, effectivement. J'ai vu qu'on déviait, mais t'as comme soulevé le point, mais on l'a pas approfondi, mais je pense que c'est vraiment un concept intéressant à savoir. Ouais, bon, on a un poisson qui a un comportement principalement qui se tient en banc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il se tient en banc? Donc, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, vous êtes en train de stripper, vous avez une attaque. Si on fait avec la canne, prenez l'exemple, mettez la pointe de votre canne à terre, et puis là, on la lève, vous levez environ de quoi, 6 pieds? 6, 10 pieds même? Entre 6 et 10 pieds. Allons carrément à ça. Donc, dites-vous que votre mouche avance de cette distance-là, en enlevant la canne. C'est quelque chose qu'on veut pas parce qu'il y a un banc de barrayé qui est là. Donc, si vous ferez avec un strip set, et puis là, je vais parler de strip set. Souvent, on entend le mot strip set qui est comme juste de continuer de tirer notre soie. Et puis là, on parle de tirer fort sur notre soie. Moi, je vous dirais, un strip set au barrayé, je suis dans un ferrage qui va être ferme, mais on n'est pas comme au mosquée, là, qu'on verge tout pour tout arracher. Voilà.
Ouais, c'est ça. La mouche, elle pénètre facilement la gueule du poisson. Euh, C'est pas comme un mosquit, un tarpon. c'est pas comme un mosquit ou un tarpon. Un gros bar rayé, c'est très raide. Fait que ménagez pas la qualité de vos hameçons. Oui, merci Rare de dire ça. Je t'en remercie. Trop de gens font ça. J'ai fait cette erreur-là aussi quand je dis, tu sais, on pêche. Je vois souvent des gens qui, je sais pas pourquoi les monteurs de mouches ou il y a une mentalité qui est là de pas vouloir payer pour les hameçons. Ça fait, Tu prends le temps de monter des mouches, investis 20 cents de plus. oui, c'est 20-30 cents de plus. C'est 20-30 Ça cents coûte de plus. pas cher. Ça coûte pas cher. Tu sais, entre un Mustad 34007, qui est à peu près ce qui est le moins cher, qui est le plus vendu au Québec, que oui, j'en ai ouvert, j'en ai vu ouvrir, il y a la pointe, elle pique pas, faut les aiguiser, ou genre un Gamakatsu SC15. Il n'y a pas une énorme différence, c'est pas un monde de différence, il y en a une, là. Mais si vous prenez le poisson de votre vie, vous allez le ramener. Faut vous penser à ça, là. Exact. Fait que, Puis, voyez pas ça comme je monte des mouches de façon pas très souvent, fait que j'investirai pas. Non, ça n'a pas rapport. T'investis sur ta pêche. T'investis pas sur ton montage de mouches, là. T'investis sur le résultat de ta pêche. Là. Fait que peu importe si tu montes occasionnellement, tant qu'à monter, monte avec des bons hameçons. oui, puis tu sais, c'est ça, vous êtes rendu dans le secteur de pêche, vous avez can waders, équipement, vous avez payé le gaz, tu sais, tout le kit pour prendre votre poisson, vous êtes rendu là. Fait que c'est important de payer pour des 11 hameçons. Donc, un ferrage qui est strip set ferme, ça devrait être suffisant. Puis, un autre petit truc, là, mettons qu'il y a un bar rayé, là. Vous êtes en train de pêcher, vous avez une attaque de bar rayé, 2 attaques. Souvent, je triple, j'ai 2-3 attaques avant d'en faire un. Là, ils se mettent à attaquer en baie, là. Si jamais ça vous arrive, un ban de bar rayé qui attaque votre mouche, arrête tout. T'arrêtes de stripper de drette, là. Pourquoi? La structure d'un ban de bar rayé est souvent faite que les plus petits sont plus agressifs, sont sur le dessus en haut. Les plus gros vont se tenir en dessous. Et puis, les plus gros, plus les bar rayés sont gros, c'est un poisson qui est extrêmement opportuniste. Plus ils sont gros, plus ils sont lâches. Plus ils sont brillants, là, sérieusement, ça n'a pas de sens. C'est les gros bar rayés, là, eux autres qui font, là, ils laissent les petits bar rayés chasser la chasse. Là. Ramasse le stock en dessous. C'est ça. Fait que là, eux autres, là, les petits bar rayés, ils en désorientent, ils en tuent, puis eux autres, ils attendent dans le fond, puis ils gobent. Ils font juste avaler. Donc, c'est des situations aussi que si vous êtes dans une situation de plage, souvent, on va voir les gens qui pêchent avec des mouches plus lourdes ou plus pesantes ou avec des soies plus calantes. Même s'ils en prennent peut-être un petit peu moins à la fin de la journée, vous dites, comment ça que le gars à côté de moi, là, il pogne des barriers 2 fois gros comme les miens. Mon pêche un à côté de l'autre, là. Des fois, c'est juste une question de vitesse et de profondeur et non de... Ouais. Souvent, j'entends sur la plage, t'es chanceux, t'en as pris des gros. Je dis, je suis peut-être pas si chanceux que ça. T'as peut-être fait juste la petite différence que les autres font pas. Puis j'espère vraiment que le monde prenne des notes parce que tout ce que tu viens de dire, c'est malade. Là. C'est un condensé, là, mais c'est tellement d'informations importantes quand tu pêches. Là. Ouais, mais ça m'a pris du temps à comprendre ça. Là. J'ai l'impression, des fois je parle, j'ai l'impression que c'était un petit peu hautain de la manière que je viens de le dire. Ce qui est tout à fait pas le cas. Là. Non, pas du tout. Hein. J'ai été j'ai été celui qui prenait des petits barreillers longtemps. Là. On passe tout par là. Inquiétez-vous pas, là, puis souvent c'est une différence d'approche. Donc ça c'est cool. Cool. À cette heure, là on a parlé d'équipement. T'arrives sur la plage. T'arrives sur la plage, première affaire, tu te mets à chest. Tu te mets en chest, tu mets de la crème. Ben important. C'est ça que je fais, la première affaire que je fais sur la plage. Donc, j'ai l'impression que tu m'orientes une question de... T'as envie que je fasse comment qu'on pêche ça une plage un petit peu. Ben oui, parce que moi, la dernière fois que j'étais pêché le bord rayé, c'était malade. Ben, je suis arrivé sur le bord de la plage. Puis pour moi, c'était comme toute la même plage partout, la même structure. Je dis, bon, où c'est que je pêche? Ouais, c'est une question que je me pose encore. Par contre, il y a des façons de trouver des spots. Donc, l'idée, c'est de trouver des structures dans la plage. La première question à se poser, c'est toujours où est-ce que le poisson va manger que ça va être le plus facile. OK. Ça, c'est la question la plus que je me pose tout le temps en premier. Donc, où est-ce que ça va être le plus facile de s'alimenter pour un poisson? Et souvent, cette question-là a une réponse par les zones de courant. Donc, si vous voyez une zone de courant qui est présente sur votre plage, c'est vraiment un secteur qui va être à cibler. Par contre, le barrique va simplement attendre dans la zone de courant, puis il va se nourrir. Donc, qu'est-ce qui crée des zones de courant? Ben, des fois, ça va être simplement les marées, au même titre que ça peut être une rivière. OK. Tout ce qui est Côte-Nord, Gaspésie, c'est une anse. Là. Souvent, c'est comme une plage avec une rivière, puis... Donc, ces rivières-là qui vont amener une zone de courant. Donc, si j'avais une rivière, qu'est-ce que ça amène? Oui, une zone de courant. Puis en plus, la rivière qui va
attirer toutes les petites espèces comme je l'ai parlé tantôt des petits épinoches qui vont aimer les embouchures. Donc, on a déjà des poissons qui se tiennent là. En plus, c'est un secteur qui va attirer aussi tout ce qui est crustacés, des petites crevettes, des petits crabes, des affaires de même. Ça fait une zone de courant qui est cool. Puis qu'est-ce que le baréier va faire? Ben, il va s'en servir comme zone d'embuscade. Donc, le courant de la rivière qui va passer. Et puis nous, on a simplement à placer une mouche dans ces secteurs-là. Puis lui, il va attendre. C'est plus facile d'attendre que de courir après sa bouffe. Fait qu'on réinvente pas la pêche, là. C'est comme. Non, on réinvente pas la pêche. Arrêtez de vous casser la tête. On réinvente pas la pêche pantoute. Puis si jamais vous pêchez comme un courant, un peu comme un secteur de rivière, technique que j'utilise, on va faire comme, mettons, le courant part à gauche puis ça va vers la droite. Ouais. Et puis là, je vais lancer la mouche comme vers ma gauche. Puis tout le temps que ma mouche va être en avant de moi, elle n'aura pas d'effet sur ma soie. Ma soie n'aura pas d'effet sur ma mouche. Donc, je vais pêcher en dead drift. OK. Je vais juste m'assurer d'avoir une tension sur ma mouche sans l'activer. Donc là, elle est en dead drift. Donc, s'il y a un baréier qui attend en embuscade, puis les baréiers qui vont être dans le courant, comme par exemple d'une rivière, ils font pareil comme une truite. Là. Ils sont cachés, puis là, il y a une bouffe qui passe, ils sortent de la cachette, prennent la bouffe, puis ils rentrent. Ils retournent se cacher. Pas se cacher ou se replacer dans le courant. Donc là, en dead drift, en action morte, on pêche de cette façon-là. Puis une fois que la mouche va m'avoir dépassé, mais là, le courant va avoir pris de l'effet dans ma soie et ma mouche qui va pêcher comme en swing. Là. Elle va partir du centre de la rivière jusqu'au bord. Fait que j'imagine le moment où est-ce que tu as une dead drift, faut vraiment que tu sois attentif à ce que ta soie fait sur l'eau, si la soie part. Ou... Est-ce que, j'imagine que tu gardes un minimum de tension quand même pour savoir que si ça part, tu le sens tout de suite. Là. Ouais. Mais j'imagine qu'il faut que tu sois attentif quand même. Ouais, je dirais que c'est pas une dead drift qui est, tu sais, des fois on fait de la pêche à la truite très 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 précise, comme en check and thing où on veut vraiment de la précision puis aucune action. Il faut vous permettre un petit peu plus de marge de manœuvre dans votre dead drift puis avoir une légère tension sur votre mouche, mettons. Ouais, je comprends. Ça fonctionne. Donc ça, c'est une zone que je privilégie. En partant, puis c'est aussi probablement la zone qui est la plus facile à spotter sur la plage. S'il y en a une. Ouais. Puis au même titre, là, j'ai parlé de rivière. Ça peut être une entrée d'eau douce. Une entrée d'eau douce qui peut être simplement un ruisseau. Là. Tu sais, ça peut avoir un pied de large. Là. Ça peut être une structure. Souvent, les plages que je suis pas capable de repérer d'autres structures, je vais cibler ces entrées d'eau douce-là pour me placer. Donc, moi, j'ai une question là, technique, mais je me doute un peu de la réponse. Je réponds pas à ça. Mais non, mais je me doute un peu de la réponse, mais c'est parce que je vois tellement cette situation-là arriver sur l'eau que j'aimerais qu'on en parle quand même. Tu parles de dead drift. Après ta dead drift, tu vas stripper ta mouche. Comment que tu strippes? Donc, après ma dead drift, parce que là, on retourne dans la rivière. Là. Ouais, excuse-moi, là, on fait un rollback. On va faire une pêche en swing. Donc, là, ça va faire un peu comme au saumon. Là, on lance en 45. C'est dead drift. Là, une fois que la mouche est en 45, elle part du centre de la rivière puis elle s'en va vers nous. Puis une fois qu'elle arrête au bout, très bon point, Raph le baréier, qui est un poisson qui très souvent va suivre avant d'attaquer. Donc, je vais faire des petits strips, là, 3, 4, 5 pieds ou même jusqu'à moi avant de relancer. Parce que souvent, il va suivre jusqu'à nous avant d'attaquer. Régulier, saccadé? Ou... je vais dire assez régulier. Assez régulier, je vous encourage à essayer, à le diversifier. Cool. J'ai pas de recette miracle, là. Fait que, cool. Ça, c'est le genre d'affaire qu'on parle pas, mais tu sais, on dit tout le temps stripper une mouche, mais t'as strip comment? Il y a du monde qui ont jamais fait ça, puis c'est quand même basic, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir comment le faire. T'sais. Effectivement. Donc ça, puis là j'ai parlé des entrées d'eau douce. Donc si vous ciblez une entrée d'eau douce, ça peut être un très bon secteur. Mm-hmm. À ça, au niveau d'une structure même d'une plage, on va pouvoir observer différentes choses. Comme par exemple, si vous voyez qu'un peu plus loin au large, les vagues se mettent à casser plus loin. Si les vagues cassent plus loin, il y a une structure qui fait en sorte que cette vague-là va casser. Okay. Il y a soit un banc de sable, soit une zone de roche, quelque chose qui fait en sorte que ces vagues-là cassent ou un petit au fond. Ces hauts fonds-là vont servir de plateau d'alimentation. Et puis, généralement, chaque bord de cette espèce de banc de sable-là ou de haut fond, il va avoir une cachette. Ça va être une zone plus profonde. Donc, on peut cibler le tour de ça pour se dire, il y a peut-être du baréier qui se tient autour de ça. Puis si, en plus, vous voyez un banc de sable et vous mettez à lancer votre mouche dedans puis il y a un courant qui s'en va tout le temps d'un bord, mais le poisson va avoir le nez dans le courant. Là, on sait à peu près où est-ce qu'il pourrait se tenir. Ah ouais. Ça donner une bonne indice. Donc là, j'ai parlé de ça. Au niveau aussi de la dénivellation de la plage. Mm-hmm. Plus la plage est en angle, plus l'eau va être profonde rapidement. Donc, si on regarde la plage du long, là, on regarde ça du long,
puis il y a une zone qui est vraiment pas beaucoup de pente, puis il y a une autre zone qui est plus de pente. Mais là, on sait que l'eau va descendre à cet endroit-là. Ce que vous voyez sur la plage, ça se reflète dans l'eau. C'est logique, mais c'est un méchant bon truc. C'est ça. Au même titre que si vous voyez une pointe, là, si vous voyez une pointe de roche qui s'avance dans l'eau, mais la pointe, elle continue. Donc, on sait qu'on peut pêcher chaque côté de ça puis y avoir certaines structures. Donc, ça, c'est cool. Et aussi, un excellent truc pour cibler tout ce qui est fausse. Une fosse, d'ailleurs, si vous voyez une fosse dans une plage, c'est souvent un eau plus profonde. Donc, si vous voyez une zone là, qui est plus noire, plus foncée, bien, souvent l'eau est plus profonde là, puis ça tient du poisson. Donc, OK. ça va être bon. C'est de marcher les plages à marée basse. Ouais. Même truc, ouais, c'est ça. Même truc pour la pêche au saumon, en fait. Quand l'eau est basse, tu marches la rivière à saumon, puis là, tu sais tout exactement où est-ce qu'ils sont les roches. Tu vois vraiment plus ton fond. Et on réinvente pas la pêche jamais, là, finalement. Ouais. C'est on dirait quand que c'est la pêche en plage, c'est quelque chose que c'est moins acquis. Moi, ça a été de l'apprentissage. J'étais comme, au début, j'arrivais là, j'ai dit, ouais, c'est gros une plage, hein? Je sais pas trop comment faire ça. Donc, ça, c'est bon. J'ai parlé de ça. Sinon, les zones rocheuses. Les zones rocheuses qui vont être extrêmement intéressantes. En Gaspésie, on va dire les cailles ou les crans qui vont être des roches qui s'avancent dans l'eau. Et puis ça, si vous êtes capable d'aller sur ces roches-là pour lancer vers d'autres roches submergées, tout dans des secteurs qui peuvent être très productifs. Ou sinon, simplement, sur les cailles, il va y avoir des crustacés qui y vivent, des gamards, des crabes, par exemple, qui vont être là pas mal en permanence. Donc, ça va arriver que le bar rayé, avec la marée montante, va venir se nourrir de ça. OK. Si vous voulez pêcher ce secteur-là, je vous dirais d'attendre la marée mi-montante. Là, vous commencez à pêcher, puis vous avez une chance d'en prendre. S'il y a une fosse, là, justement, des fois, en avant des cailles, il y a une fosse. Ça, c'est malade. Ça, c'est vraiment un bon spot. Là. Essayez de pêcher ça. J'imagine que Google Maps peut nous aider aussi là, en regardant sur les vues aériennes. Souvent, ça nous donne une bonne indice de le niveau d'eau. Là. Toujours Google Maps avant, j'aurais dû le dire en premier. Google Maps en premier. On va justement pouvoir voir si on est devant de sable, sauf si on prend la photo dans la journée venteuse ou l'hiver. Puis, puis on va pouvoir voir les zones rocheuses. Puis, on va pouvoir un peu voir les bancs de sable, où est-ce qu'on pense qu'on pourrait aller dans l'eau, ou est-ce qu'on pense qu'on ne pourrait pas aller dans l'eau. C'est sûr que c'est des secteurs qui sont changeants. Tu as parlé tantôt de Barachois. Ouais. C'est quoi ça? Barachois, c'est une belle place. Puis, ouais. Ça a l'air d'être intéressant comme structure. J'essaie d'avoir une gorgée de bière, je suis obligé de parler. Puis, ouais, Barachois, c'est un des spots les plus incroyables, c'est un des spots les plus beaux que vous allez pêcher. Barachois, c'est une zone d'eau souvent au Québec, on va voir des zones, c'est de l'eau saumâtre. Donc, c'est une rivière qui amène de l'eau douce et qui va avoir une rencontre avec la mer, mais qui est isolée par un banc de sable ou une zone de gravier. Donc, souvent, il va y avoir un, deux ou plusieurs accès à la mer qui sont appelés des passes, des goulets ou des brèches. Puis ça, ces secteurs-là, c'est pas compliqué. Les Barachois, c'est une mine d'or au niveau de l'écosystème. Il y a de la vie dans un Barachois, c'est incroyable. Beaucoup de zooplancton, tous des petits crustacés. Donc, les zooplanctons qui attirent tout ce qui est crustacés, d'autres les petits poissons qui attirent les gros. Le cercle de la vie se fait rapidement dans un Barachois. Et puis même au niveau des oiseaux, des animaux, même terrestres, là, c'est vraiment une zone qui regorge de vie. Donc, les bords rayés qui, eux, mettons la marée basse, vont se tenir en mer et lorsque la marée monte, vont entrer dans les Barachois pour se nourrir. La marée basse, ils sont pas là du tout. Ça peut arriver. Je ne veux pas dire que c'est pas du tout. Ça peut arriver. Mais, mettons qu'on se fait une règle générale. OK. Puis, ce qui est cool, justement, c'est qu'il y a souvent c'est un ou deux accès pour entrer dans le Barachois. Donc, pour nous, ça nous permet de canaliser le déplacement du poisson ultra facilement. Mm-hmm. De se dire, OK, il va rentrer par là, puis il va sortir. Donc, mouvement général, marée basse, il est dans la mer. Il rentre à marée haute, en marée montante, excusez-moi. Donc, marée montante, il va rentrer. Donc là, on sait qu'à marée montante, on peut l'intercepter dans cette brèche-là. Et puis ensuite, il va aller dans le Barachois pour s'alimenter. Souvent, dans le Barachois, justement, avec Google Maps, on peut regarder, si vous prenez le Barachois de la ville de Barachois en Gaspésie, qui offre une vue sur le rocher percé, c'est hallucinant. Et puis, ce Barachois-là, là, on voit les canaux plus profonds sur l'image de Google Maps. Donc, on sait où est-ce que le poisson risque de se déplacer, puis nous, on peut l'attendre dans ces secteurs-là. Pour un pêcheur à la mouche, ben, pêcheur tout court, là, ça crée une facilité. Là.
C'est l'idéal pour initier quelqu'un, j'imagine aussi, là. Ah, des fois, on peut lancer 12 pieds pour prendre du poirier. Puis c'est les places, c'est les endroits que j'ai fait les meilleures pêches, sans compter, si mettons qu'on compte pas les usines à poissons là, qui attirent énormément de poissons. Mm-hmm. Puis c'est les endroits où j'ai fait des pêches les plus folles. Là. Des bancs de baréiers de Mongols qui rentrent là-dedans puis qui tournent dans le barachois puis qui s'alimentent. C'est hallucinant. Wow, cool. Fait que ça, c'est cool. Puis au niveau des barachois, ben, beaucoup de crevettes de sable dans les barachois. Puis souvent il y a du lançon qui vont rentrer justement pour manger du zooplancton. Le lançon d'Amérique, qui est une des proies principales au niveau de la Gaspésie, je pense qu'en Côte-Nord aussi, c'est une des alimentations principales. Puis le lançon d'Amérique, qui lui va le soir, il se réfugie dans le sable proche des berges. Puis le jour, il se regroupe pour s'alimenter. Puis c'est un poisson qui se nourrit du zooplancton, principalement du cocépode, qui va être très présent dans certains barachois. OK. C'est un peu technique celle-là, là, mais... Ouais, mais c'est malade. Franchement, là, Luc, j'ai du fun à faire le podcast juste à t'entendre parler de donner toutes ces informations-là. Franchement, c'est chapeau, c'est cool en crime. C'est quand même, il y a des heures là-dedans, fait que je suis content de partager ça avec vous. Puis ceux qui entendent le podcast puis qui se disent, hey, moi j'ai des informations ou des affaires que t'as dit que je suis moins d'accord, rejoignez-nous là, qu'on en parle. Là. Moi aussi, je suis en apprentissage, là. Fait que ça, c'est bien garanti. Absolument. Je pense, Luc, si on veut en savoir plus, si là, le monde qui nous écoute, ils n'en ont pas eu assez encore de t'entendre parler de bar rayé, y a-t-il une autre place où est-ce qu'on peut t'entendre en parler? On dirait quasiment que t'es au courant. Oui. Le 1er avril, c'est Polyvalente de Montagne. À Deux-Montagnes, je vais donner un atelier sur le bar rayé. Donc, ça dure 2 heures. Puis on donne un atelier où est-ce que, un peu ce que je viens de dire là, on va pousser dedans un peu plus. Là, je viens de le faire en 45 minutes. Là, on le fait en 2 heures. On pousse un peu plus. Puis là, on va faire de la lecture de cartes ensemble. Je vais faire travailler tout le monde. Là, vous faire travailler si vous venez. Là. On va justement dire des secteurs, pourquoi on pêcherait là, comment je pêcherais ça. On va montrer des mouches aussi. Donc, ça promet d'être bien intéressant. Là. Ben, hâte d'entendre ça. Ça va être cool. Fait que le bar rayé 1er avril à 19h30 à Deux-Montagnes. Si on veut acheter les billets, boutique tradunioncodal.com. Ouais, ça va être pas mal cool. Donc, sinon, moi, j'ai fait un bon bout. Je vous dirais que je pourrais vous glisser à Minimo ces mouches. Ouais, vas-y. On va finir avec ça. J'ai parlé du lançon d'Amérique, donc 4 à 8 pouces, fait sur le long, brun et gado blanc. OK. Lançon d'Amérique, crevette de sable. Crevette de sable qui va être 2 pouces et demi gris. Dumbbell fait un corps gris avec une coupe de petites pattes en rubber leg. Vous allez être bien content. Au niveau de ce qui est, sinon, on peut faire des mouches qui sont plus grosses, qui vont imiter des harengs, dans le style un peu de la bulkhead de Gunnar Brammer. C'est Bob Popovics, mais moi, je prends l'imitation à Gunnar Brammer. Qui fait un tutoriel là-dessus aussi. Puis vous pouvez le voir aussi sur le Vimeo de l'Ami du Moucheur. Il y a Vincent Lauzon qui en fait un en français. OK, cool. Si t'as le temps de la faire. Puis ça, au niveau ça, des imitations de macros dans le bleu et blanc aussi. Donc souvent, les grosses mouches doivent donner des barils de plus grande envergure. Puis il y a les classiques aussi, toutes les versions avec des yeux plombés, comme le Clarzer Minnow qui peut imiter des lançons, qui peut imiter des petits poissons qui vont être vraiment cool. Mais négligez pas ce qui est grosse mouche. Plus ça va, on dirait que j'ai tendance à pêcher des grosses mouches, puis je fais vraiment des belles pêches. J'ai un deal. On envoie ces mouches-là. On va mettre les photos de ces mouches-là, mais qu'on publie le podcast pour que tout le monde les voit. Ce serait une bonne idée, je pense. Puis on pourrait mettre le lien aussi du vidéo. Là. On pourrait faire ça. Ça veut dire qu'il faut que je monte des crevettes parce que je pense que j'en ai plus. Ah ouais! OK, y a pas de problème. J'accepte ton deal. Fait que qui au niveau, puis tantôt j'ai parlé des références dans les films que vous pouvez utiliser pour en apprendre davantage. Ça, c'est cool. Sinon, au niveau du lancer des grosses mouches, je pense que pour la première édition, on n'avait pas de questions des auditeurs. Ouais. On n'avait pas de ces questions-là. Donc, nous, on a choisi nous-mêmes une question en fonction de, je pense que tu avais vu, des questions que tu avais peut-être eues dans tes cours, Raph. Ouais. C'est une question qui revient tellement souvent. Puis on pourrait en parler pendant 1 heure, mais on va écourter ça un peu. Mais je pense que c'est un bon défi technique, là. Tu prends un cours de pêche à la mouche, ils vont te faire pêcher avec des tout petites mouches, puis éventuellement, tu vas vouloir t'intéresser aux brochets, aux bar rayés, des mouches lestées. Là, on va vraiment affronter le défi d'avoir à lancer du gros stock.
Donc, question du jour, pose ta question à l'instructeur. Comment qu'on lance des grosses mouches? C'est ça la question, hein? C'est en plein ça! Hey, tabarouette, pas pire! Je connais un gars qui est certifié pis tout, là, il va nous aider à répondre à ça. Comment qu'on lance des grosses mouches, Raph? Yes. En fait, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire pour être capable de lancer des grosses mouches. On va y aller étape par étape. La première chose qu'on peut faire, c'est d'ajuster l'équipement. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'équipement? On va partir de la mouche. On va partir du bas de ligne. Moi, tantôt, je dis de partir du corps, toi, tu pars du corps. Ouais, je sais. Raph, là, faut respecter ici, là. J'ai allumé en disant. OK, vas-y, pars du bas de ligne. Fait qu'au niveau du bas de ligne, ce qui va être important, c'est d'ajuster la longueur de votre bas de ligne. Ce que ça va aider, ça va tellement aider à transmettre l'énergie jusqu'à la mouche. On veut pas un super de long bas de ligne que l'énergie réussira pas à se dissiper jusqu'à la mouche. Fait que raccourcissez votre bas de ligne, environ 6 pieds. Tantôt, tu dis 6 à 8 pieds, là. J'ai aimé ça quand tu as dit ça parce que ça venait appuyer ce que je m'en allais dire, là. Mais raccourcissez la longueur de votre bas de ligne jusqu'à temps que vous ayez un certain équilibre dans votre lancée. Fait que ça, c'est la première chose. La longueur, mais aussi vous allez ajuster la puissance, le leave test, OK? Ou le diamètre de votre bas de ligne. Plus qu'on augmente le leave test du bas de ligne, la résistance, plus qu'on va augmenter le diamètre, donc plus qu'il va y avoir de tonus dans la transmission d'énergie, puis vous allez avoir plus de puissance dans le. Vous allez transmettre l'énergie à la mouche plus facilement. Donc, un plus gros bas de ligne, ça fait mieux tourner les mouches. La mouche, elle se lance mieux avec un bas de ligne un peu plus gros. Effectivement, ouais. Puis quand je dis d'augmenter la résistance, là, mettez pas, au lieu d'un 6 livres, mettez pas un 8 livres. Si vous lancez des très grosses mouches, montez à 20 livres, 30 livres, des mouches à mosquée, on va aller jusqu'à 50 livres. Fait que vous allez réussir à transmettre l'énergie de façon très efficace. Souvent avec des imitations, mettons, de harengs, là, j'étais en 25-30 livres. Ah, tu vois, puis tu sais, ça mesure à peu près combien de pouces, à peu près? 6 à 12. OK, ouais, quand même. Ouais. Ça peut être plus gros que ça. Je trouve qu'en haut, plus gros que ça commence à être plus compliqué un peu. Là. Ouais, effectivement. Fait que longueur et la puissance du bas de ligne. Ça termine pour le bas de ligne, c'est assez simple. Yeah. Au niveau de la soie, ajustez votre soie en conséquence. On pêche pas toutes les espèces avec la même soie. Si vous allez à la truite, vous allez pêcher des toutes petites mouches avec une présentation délicate. La soie que vous utilisez pour faire cette présentation-là suffira pas pour lancer une grosse mouche. Tantôt, Luc, tu parlais de des têtes qui sont plus compactes vers l'avant, des fuseaux décentrés vers l'avant, qui vont être beaucoup plus lourds. Ben, c'est le même principe que le bas de ligne. Si la soie est plus lourde, elle transmet mieux l'énergie jusqu'à la mouche. Plus que votre tête est compacte, plus qu'elle va avoir d'énergie. Donc, on ne cherche pas une tête qui est super longue, de 50-60 pieds pour aller chercher des présentations à longue distance puis de la précision. On va aller plus dans des présentations qui vont être agressives. Ça serait le bon mot. C'est comme 25-30 pieds. Ouais, maximum. Là, puis peut-être 35, mais effectivement, c'est toutes des soies. Ils appellent ça des shooting tapers, en fait. Là. C'est des têtes très compactes. Là. Généralement, c'est assez simple. Là. On est capable de s'en sortir assez facilement. Là. Ouais. Puis, exact, c'est ça. Fait que la raison pourquoi vous arrivez en magasin et que vous voyez un paquet de soie sur le mur, c'est tout simplement ça. C'est que selon ce que vous allez pêcher, selon le poisson, la technique, ben vous allez ajuster la soie en conséquence pour maximiser votre pêche. Fait que la soie, le bas de ligne, jusqu'à date, c'est pas si compliqué. Hein. Non, à date, ça va assez bien. Soit bas de ligne, canne au niveau. T'as-tu parlé des actions un peu ou t'avais-tu quelque chose à dire? Fait, mais médium rapide, vous allez avoir une puissance qui va être convenable, puis allez juste pas dans une action qui est très, 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 très molle, des actions progressives, des actions lentes, là. Ça vous donnera pas de chance. Fait que concentrez-vous plus dans des actions médium rapides, c'est peut-être ça que vous avez déjà dans votre arsenal de camp. Ouais, c'est la grosse mode. Ouais. Fait que cassez-vous pas trop la tête à ce niveau-là. Puis au niveau de l'ajustement du lancer? Le lancer, ça, c'est probablement la partie la plus importante. La première chose qu'on veut faire quand on lance une mouche qui est relativement volumineuse, c'est d'ouvrir notre boucle.
La boucle, là, c'est la forme que prend la soie quand elle se déroule. OK? C'est la définition. Fait que quand que l'énergie va se transmettre jusqu'à la mouche, elle va former une espèce de U, là, qui est très symbolique de la pêche à la mouche. Ce qu'on veut, c'est pas une boucle qui est super étroite. On veut l'ouvrir pour pas que la mouche là, se croise avec le bas de ligne puis la soie, là, à cause que la mouche est relativement lourde. Là. Fait qu'il va y avoir une question de gravité qui rentre en ligne de compte. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression qu'au Boreiller aussi, je pêche souvent avec des mouches qui vont être lestées ou que j'ai ajouté du poids dedans. Mm-hmm. Donc faire des boucles plus amples. Non seulement ça parle de grosses mouches, mais des mouches qui sont plus lourdes, ça permet d'éviter ma canne aussi. Ouais. Des fois, je sais pas si vous avez déjà fait un dumbbell eye sur un poids, là, des yeux lestés là, sur votre canne. Là. Ben, c'est une belle façon de la couper en deux. Ça coûte une garantie. Ouais, j'ai essayé ça coûte une garantie de canne. J'avais une canne 4 morceaux, j'avais une 6 morceaux après mon lancer, j'étais bien content. Puis, non, il n'y a pas de trouble. Comment qu'on fait ça, ouvrir une boucle? Ben, tout simplement, faites juste arrêter la pointe de votre canne un peu plus basse à l'avant. Je pense que c'est la façon la plus simple d'expliquer ça dans un podcast. Il y aurait plusieurs autres façons de vous l'expliquer, mais vous faites votre arrêt à l'arrière d'une certaine hauteur, puis l'arrêt en avant va se faire beaucoup plus basse. La différence de hauteur entre l'arrêt arrière et l'arrêt avant, ça va faire principalement la grosseur de la boucle. Fait que s'il y a une très grande différence de hauteur entre l'arrêt arrière et avant, votre boucle va s'élargir. C'est simple, hein? Généralement, ce qu'on voit aussi quand on fait des boucles, les gens qui lancent généralement des boucles plus larges ou que je veux lancer des grosses mouches, c'est exactement ce que je fais là. Je fais mon arrêt avant un petit peu plus loin, un petit peu plus bas. Ça rouvre la boucle. Et voilà, pas tant plus compliqué que ça. Votre timing va devoir nécessairement être ajusté aussi. C'est quoi le timing, Luc? Hey, ça, c'est une bonne question. Je t'envoie la balle. Hein? Tu m'as envoyé la balle au bon, puis j'étais pas prêt. Là. Fais-moi un clin d'œil, un signe, quelque chose de même. Là. Moi, quand je sais pas c'est quoi la réponse, je demande à Raph. C'est quoi le timing, Raph? Le timing, là, c'est le rythme qu'on impose au lancer quand on lance. C'est les arrêts qu'on fait à l'arrière, à l'avant. Le timing, quand on lance des grosses mouches, va devoir être ajusté un petit peu plus. La façon qu'on va ajuster ça, c'est qu'on va ralentir notre timing. La raison, c'est que normalement, vous avez probablement appris dans votre cours que vous faites votre arrêt, vous laissez la soie se dérouler en arrière, puis quand elle est rendue en forme de canne de bonbons, là, je sais pas si tu sais de quoi je parle, Luc, mais pratiquement déroulé au complet, mettons. Hier. Oh, exactement. On commence l'accélération vers l'avant. Quand on lance des grosses mouches, si vous faites ce type de timing-là, probablement que ça va faire un clash. Ça, vous allez sentir claquer la mouche étant donné qu'elle est beaucoup plus lourde qu'une petite mouche à truite. Donc, le truc que je peux vous donner, c'est d'attendre que la soie se déroule puis le bas de ligne se déroule complètement puis que vous soyez en tension directe en ligne droite entre la mouche, le bas de ligne puis la soie. Puis là, vous effectuez votre accélération vers l'avant. Bon, ça me semble assez clair. Puis dans le fond, ce qu'on évite aussi, c'est juste que ça fasse des coups puis qu'on ait un rebond dans le lancer. Ça va vraiment pas bien quand ça cogne dans la canne avec des grosses mouches. Là. Non, puis essayez-le. Essayez-le. Vous allez vous en rendre compte assez vite. Puis, est-ce que tu as tendance, lorsque tu vas lancer des plus grosses mouches, à rester très compact, très droit, près de ton corps, ou est-ce que tu t'éloignes considérablement de toi? Je vais m'éloigner, effectivement, c'est un bon point. La première chose que je vais faire, c'est que ma première accélération vers l'arrière, je vais souvent la faire avec une trajectoire horizontale au lieu de verticale. Donc, plus sur le côté, mettons. Ouais, exactement. La pointe de ma canne dans un lancer conventionnel où la plupart du temps va voyager vers midi. Je vais monter ma canne à midi. Tandis que là, je vais faire mon accélération, mais à 3 heures. OK. Ou à 9 heures. T'ajoutes de l'angle, ce qui fait en sorte que la mouche passe plus loin que toi. Elle va passer plus loin de moi. Qu'est-ce que ça rajoute? Premièrement, c'est de la sécurité. Parce que cette mouche-là est lourde, puis tu ne veux pas la recevoir. Ouais, puis j'avais une discussion avec Philippe à Marlborough en fin de semaine. Ouais. Puis justement, ce qu'on disait aussi, c'est que en mettant la canne plus en angle, donc un lancer qui est plus bas, on a comme pas le choix d'ajuster un petit peu de vitesse dans le lancer pour pas que notre mouche frappe l'eau. Puis ça nous donne une chance aussi. Là. C'est comme vous allez le faire sans vous en rendre compte. Oui, effectivement. C'est une discussion qu'on avait justement au niveau de lancer dans le vent, lancer des grosses mouches. Parce que Phil, il me disait qu'il avait lu genre une étude que ils disent mettons que souvent quand on demande des conseils pour comment lancer dans le vent, ils disent lancer plus sur le côté, comme ça il y a moins lancer plus bas, il y a moins de vent plus bas. Il n'y a pas tant de moins de vent plus bas que plus haut. Là.
on n'est pas assez plus haut pour que ça fasse une grosse différence. La grosse différence qui arrive, c'est quand on lance plus en angle, plus près de l'eau, on ajoute de la vitesse à notre lancer, puis ça nous aide à lancer dans le verre. Exactement. Puis ouais, je dévie du sujet aussi, mais mon coach pour ma certification d'examen, lui, c'est un pilote d'avion. C'est-tu Louis... c'est pas Louis Lortie, c'est Camille Geoffroy. Ah ben oui, c'est tout des pilotes. Ils travaillaient ensemble. Ouais, ils travaillaient ensemble. Mais lui, quand j'y ai donné l'idée de lancer plus bas sur l'eau, là, je pense qu'il est devenu rouge, puis sa pression a accéléré parce qu'il était pas du tout d'accord. Il y a comme 10 pieds de différence. Il y a comme 10 pieds de différence entre lancer plus haut et lancer plus en langue. Là, comme si le vent, il passe pas 10 pieds plus bas. Non, c'est fini le vent. Mais au niveau de la vitesse change. Puis ça, je pense que ça fait vraiment une différence. C'était super bon, Raph. Moi, j'ai bien aimé ça. J'aime ça t'entendre. Il te reste-tu des points? Là, Ouais, ben en fait, un dernier point. J'ai parlé de l'accélération à l'horizontale, vers l'arrière. Ah ben oui. Ouais, mais là, il reste l'avant. Qu'est-ce que je fais après? Ça fait du sens, hein? Un petit truc. Ça s'appelle des lancers en tension continue. C'est qu'au lieu de faire un arrêt, je vais profiter du temps d'arrêt à l'arrière pour remonter ma canne à mon oreille, puis faire mon accélération vers l'avant. C'est ce qu'on appelle un Belgian cast ou un lancer ovale. En fait. Donc, je commence plus sur le côté, je ramène ma canne plus droite vers moi. Pendant mon arrêt, puis je fais mon accélération vers l'avant. Fait que si le monde visualise bien, vous pouvez le faire pendant que je l'explique, là, le faire avec votre bras. Là. Faites l'accélération à l'horizontale vers l'arrière. Pendant l'arrêt, vous remontez en haut, puis vous faites votre accélération à midi. Okay? Cool. J'arrête de le faire, moi aussi, c'était cool. Ce que ça fait, en fait, c'est que quand je parle de pause, finalement, il n'y a plus de pause. C'est que vous avez toujours une tension continuelle avec le bout de la canne, puis la soie, puis le bas de ligne, puis la mouche. Fait qu'il n'y a aucun... tantôt, quand je disais que ça pouvait claquer, que la mouche pouvait claquer, là, mais vous allez éviter ça parce que le bout de la canne est toujours en tension avec la soie. Toujours en mouvement aussi, donc on évite ce problème-là. Ouais, je vais mettre le lien aussi pour un exemple de lancer en tension continue, là, un Belgian ou un ovale. Là. Fait que ça va être un bon exemple. Ouais, ben je pense que j'ai l'impression que tu as fait un peu le tour, mais je pense que pour une première question d'instructeur, on est allé avec, c'était assez complet. Moi j'ai appris à ce niveau-là, puis d'ailleurs Raph qui me coach pour ma certification avec, donc je vais prendre note de ce que tu as dit pour justement faire ma certification. C'était assez complet. Là, pour les prochains, on va avoir besoin de questions, par exemple. Ouais, là, on a besoin de vous autres. Comme vous voyez, là, quand on explique de quoi, on ne l'explique pas pendant 30 secondes, on va prendre le temps de monter une réponse qui est vraiment complète pour vous aider, puis pour être certain qu'on réponde très, très bien à votre question. Fait que participez, vous pouvez nous écrire directement sur notre page Facebook, c'est la façon la plus simple de poser votre question. Fait qu'on a vraiment besoin de vous autres pour ça. On a besoin de vous autres, fait que pêcher le barrier. Ma récapitulation, là, moi je dis allez à la pêche au barrier, mettez ça dans votre horaire, mettez ça dans votre agenda, vous regretterez pas, c'est tripant raide, puis au niveau aussi de lancer des grosses mouches, prenez les trucs qui est là, puis allez pratiquer. Ça, c'est important, je pense que c'est un peu négligé. Allez pratiquer. Puis, dans le cas contraire, ben, on peut contacter nous. On va vous aider avec ça en masse. Puis, le prochain épisode, Raph, est-ce que tu as envie qu'on fasse ça sur notre fin de semaine à Marlborough? Ouais, je pense que ça va être intéressant d'en parler. On a tellement vécu de choses, on ne pouvait pas intégrer ça dans le premier podcast parce que je pense qu'on va en parler pendant longtemps de ce qu'on a vu, des cliniques qu'on a participé. C'était vraiment super intéressant. Fait que oui, je pense que ça va être un beau sujet de prochain podcast. Donc, parfait. Clinique à Qu'est-ce que ça a l'air d'un show aux États-Unis? Donc, eux autres, là, c'est plus gros, là. On a un autre concept, là, quand on est allé là-bas. Donc, on vous parle de ça, puis posez-nous nos questions sur la page Facebook de Caudal. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Yes. Fait que d'ici là, on vous dit au prochain podcast dans 3 semaines. Puis un gros merci de votre écoute et à la prochaine.